La Cour ne peut pas se prononcer. Et vous, président de la République, vous dites le salut du peuple. C'est la loi suprême. Donc vous utilisez le salut du peuple quand il faut violer la Constitution. Mais pourquoi ne pas utiliser le salut du peuple pour battre les Rwandais, pour combattre contre les Rwandais? On est en guerre, vous voulez... Pour combattre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Évidemment. Parce que la guerre se déclare. Il a refusé. Oui, il a dit qu'en ce moment, il ne peut pas parce que les deux chambres du Parlement ne sont pas encore mises en place. Mais lui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Quand il faut violer la Constitution, le président Félix a toujours dit la loi suprême, le salut du peuple et la loi suprême. Il a utilisé ce concept hier. Il en avait utilisé le jour qu'il a volé la majorité à Kabila. Il avait dit non, les règles là, je m'en fous. Le salut du peuple, la loi suprême. Hier, il en utilise encore pour dire que non, nous sommes en guerre, il ne faut pas qu'il y ait un vide, le salut du peuple, la loi suprême. Il était conscient. Mais pourquoi il ne doit pas violer encore, il ne doit pas utiliser le même principe pour faire la guerre contre les Rwandais? Les Rwandais nous ont menacés. Les Rwandais a détruit nos 2 drones qu'on avait. Les Rwandais a même détruit notre espace aérien. Ils ont fait une déclaration. Les Rwandais, maintenant qu'on parle, Atie Bachar Naye, à partir de Goma, toute la frontière jusqu'à Bukavu, moindre escarmouche, le Rwanda. Donc, le Rwanda s'est approprié le terme moindre escarmouche. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne du bon temps de télé garantie ici sur Politikon RDC, votre nouvelle chaîne. À la moindre escarmouche, il n'y aura plus de répliques foudroyantes de la RDC. Hier, face à la presse, le président Tshisekedi expliquait qu'il renonce, du moins pour l'instant, à ses idées belliqueuses. On ne va plus faire la guerre au Rwanda, dit-il, parce qu'il y a des initiatives de paix qui sont en cours et que l'on va suivre pour l'instant. Le contexte n'est plus le même. Et pourtant, à la moindre escarmouche, sa phrase magique aux sorcières a été tenue il y a tout juste un peu plus de 2 mois. On reviendra sur ça. Notre président s'est-il dédié? On reviendra sur la situation. Je ne parlerai plus à Kagame, on ne dialoguera pas, on ne se verra pas. Ils se sont pourtant rencontrés. Et mardi prochain, il y aura des rencontres bilatérales à Luanda. Non, je ne discuterai pas avec le M23, mais avec Kagame en face. C'est lui-là même de qui disait pendant la campagne que Bakomo Nanobe na Lola. On va décrypter. Et le dire n'est pas être ennemi du Congo. Nous allons juste être assez responsables pour voir ce qui a été dit dans le passé, ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on est dans la bonne ou la mauvaise direction. Le président est revenu sur bien d'autres aspects qu'on pourra en tout cas égrener tout au long de l'émission, mais on fera aussi un focus sur la justice. Encore une fois, le président s'en est pris à nos juges qui ne font pas du bon boulot. La République des juges. Et il estime que notre confrère Stanis Boujakera est peut-être lui aussi victime de cette République des juges. Ces juges qui ne font pas bien leur travail, y compris dans l'examen des dossiers. Il a décidé cette fois de fourrer son nez là-bas. On verra bien s'il doit voir le cas Boujakera, ce qui nous réjouit, nous, ici, non à la balkanisation, enfin, à Politikon, RDC, non à la balkanisation, qui est toujours votre chaîne, mais qui est maintenant entre les mains d'un kamikaze. Évidemment, la nouvelle adresse, c'est ici. On verra bien si le président devrait s'intéresser aussi à bien d'autres dossiers des innocents, des gens qui n'ont jamais été jugés, jamais été présentés devant un juge, et qui croupissent, qui moisissent là-bas, au CPRK. Bien d'autres sujets, on y reviendra dès qu'on aura un peu de temps. Soyez les bienvenus
On va passer du bon temps de télé. Dites à ceux qui sont autour de vous que Jean-Pierre Kayembe Tatou est maintenant avec Politikon RDC. Mais le combat de la lutte contre la balkanisation continue. Ce matin, on a fait venir Maître Alain Chamavou Choukourou pour politiquer sur l'actu du matin. Bienvenue, on est content de vous recevoir. C'est très bien, merci. C'est toute ma première fois d'être dans cette nouvelle chaîne. Ouais. D'être ici, je trouve que c'est joli. Hein? C'est une très bonne idée. Ouais. Un nouveau départ. Je crois que ce nouveau départ caractérise évidemment votre nouvelle vision, votre nouvelle orientation dans ce pays, dans notre pays qui est troublé chaque jour, dans un pays où il n'y a plus la démocratie. Hein? La démocratie est bafouée. Ouais. Chaque midi soir, c'est vraiment un grand travail et je vous encourage. Restez toujours tête haute. Merci bien, Maître Alain Choukourou Chamavou, pour ces mots gentils, notre nouvelle vision, un nouveau départ. Mais l'âme patriotique qui brille à nous ne va pas s'éteindre, on continue le travail. Et même si la dénomination non à la balkanisation a changé, mais nous continuons tout de même à faire ce boulot en faveur de l'intégrité de notre territoire. Hors caméra, vous me disiez qu'il y a quelque chose qui se passe à Bukavu au niveau de l'aéroport de Kavumu. Je ne sais pas s'il faut l'appeler aéroport ou aérodrome, mais la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle piste qui a été construite là-bas, asphaltée, j'ai apprécié quand même. Qui est Vital Kamerhe a inventé. Bon, j'ai quand même, j'ai roulé dessus, ben c'était pas mal quand même. Bienvenue, qu'est-ce qu'il y a encore cette fois à l'aéroport de Kavumu? En fait, je suis venu dénoncer et faire connaître à l'opinion nationale et internationale notre honte. Notre honte, la honte de la République démocratique du Congo, parce qu'on dirait comme si, finalement, on doit accuser le Rwanda partout et dans tout. L'aéroport de Kavumu ne dispose pas, jusqu'à ce jour, d'une tour de contrôle. Il n'y a pas de tour de contrôle à l'aéroport de Kavumu. Vous connaissez la mission d'une tour de contrôle dans l'aéronautique et tout ça, c'est très important. Comment expliquer, comment on fait pour atterrir à Kavumu, même si de temps en temps nous passons par Goma et ensuite on prend des embarcations motorisées, mais comment on fait, j'ai vu des petits porteurs là-bas et d'autres avions qui atterrissent, comment ils font pour atterrir et décoller? En fait, il y a une tour de contrôle de la MONUSCO. Parce que vous savez que la MONUSCO a ses avions qui font voyager ses agents par rapport à sa mission. Et c'est cette tour de contrôle-là que de temps en temps la RVA utilise pour les vols commerciaux. Mais cette tour de contrôle n'est pas gérée par la RVA. Et ne pas être gérée par la RVA, on ne sait pas ce qui se passe quand la RVA n'y est pas. La RVA vient quand il faut faire décoller un avion ou faire descendre un avion. Mais quand il n'est pas là-bas, nous prenons l'exemple, et ça c'est très patent. Lorsque nous avons perdu notre drone militaire à l'aéroport de Kavumu, ça on n'en avait pas parlé. On a perdu un drone là-bas? Oui, un drone militaire, on l'avait autorisé à voler pendant qu'il y avait un véhicule anti-incendie sur la piste. Et ce drone est venu cogner ce véhicule et il y a eu incendie, il y a eu des morts d'hommes et il y a eu même des gens qui sont dans des hôpitaux abandonnés. Curieusement, au lieu que notre État vienne voir comment réparer, parce que c'est un enjeu très important, cet aéroport, je vais en parler, on a préféré arrêter tout le monde. Les agents de la RVA sont aux arrêts pour dire qu'ils ont collaboré avec les M23 pour faire tomber ces drones militaires à l'aéroport de Kavumu. Et moi, je pose la question au gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut pour que notre aéroport de Kavumu, un aéroport national, vous savez que cet aéroport a été construit dans une situation de guerre. Lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait la guerre de Jean Scram en 1964, Mobutu fait un coup d'État en 1965. En 1966 surgit la guerre de Pierre Moulele, que tout le monde connaît, qui est, je crois, de l'Équateur issu de Bandundu. Et Pierre Moulele fait son expansion jusqu'au Kivu. Et Mobutu demande pour que ces avions atterrissent au Rwanda, à l'aéroport de Kamembe ou de Tchangougou. Avec la politique de la Belgique, on lui refuse que les munitions quittent Kinshasa pour atterrir à Kamembe pour qu'ils puissent ravitailler les militaires qui étaient encore au front là-bas. C'est après la guerre que Mobutu va avoir l'idée de créer
de construire en 68 l'aéroport de Kavumu. Et donc l'aéroport de Kavumu est stratégique, surtout pendant cette période où l'aéroport de Goma est menacé. Et vous devez vous rappeler que lorsqu'il y a eu des menaces à l'aéroport de Goma, lorsqu'on on avait bombardé notre avion Sukhoi vers Kamembe, on a pris tous les matériels. Par un drone rwandais, d'après le gouvernement. Un drone rwandais. Oui, qu'il avait abattu, nous l'avons tous vu, nous avons vu les images. Alors le gouvernement avait décidé de prendre tous les matériels, dernière génération que nous avons acquis. On avait des drones militaires, ce qu'on appelle CH4, qui n'existent plus aujourd'hui, et l'État a perdu 5 millions de dollars, pendant qu'une tour de contrôle moderne, c'est autour de 1 million de dollars. Les avions Sukhoi qui nous restent sont à l'aéroport de Kavumu. Et même le gouvernement venait de construire une base militaire à l'aéroport de Kavumu, mais que nous ne contrôlons pas quand ça doit voyager ou quand ça doit atterrir. Et même lorsque l'avion Sukhoi quitte l'aéroport de Kavumu pour aller combattre, je ne sais pas, dans un endroit, la tour de contrôle doit être informée. Et cette tour de contrôle, je ne vais pas dire elle est gérée par qui, mais il faut seulement savoir que ce n'est pas la RDC qui gère cette tour de contrôle. Et à cause de cette tour de contrôle... Vous avez dit que c'est une tour tenue par la MONUSCO. La MONUSCO. Elle n'est pas tenue par la MONUSCO. C'est un objet de la MONUSCO. Que le jour que la MONUSCO va partir, le jour que la MONUSCO va quitter Kavumu, il n'y aura plus des tours de matériel de tour de contrôle. Et voilà comment nous avons perdu des drones le même jour. L'un a été abattu vers le Nord Kivu, parce qu'on savait quand ça va décoller. Et même la tour de contrôle sait elle est à quelle dimension dans la hauteur quand elle est dans les airs. On sait elle va atterrir à tel endroit, à telle minute, à telle seconde. Ça signifie que si vous tenez la tour de contrôle... Vous soupçonnez un acte d'espionnage, de sabotage, vu qu'on est en guerre, l'ennemi... À ciel ouvert. Et c'est pourquoi je pense que notre gouvernement n'a pas la volonté de finir la guerre. Si vous regardez seulement les budgets qui venaient d'être utilisés, soi-disant pour la guerre, je comprends que cette guerre-là ne prendra jamais fin. Parce que si on peut dire qu'il y a eu 1,5 milliard de dollars qui ont été utilisés, je crois que c'est une très bonne affaire. Et c'est pourquoi certains ont même limité leurs voyages, leurs sorties inutiles. Ils ont dit l'argent qu'on pouvait gagner dans les voyages, nous savons les gagner dans la guerre. La guerre, c'est un business. Et voilà comment, avec la guerre, 1,5 milliard de dollars, certaines personnes ont empoché ça. Et cette guerre ne prendra jamais fin. Ne prendra jamais fin. Pourquoi? Pour quelle raison? Pendant qu'elle fait énormément de victimes en ce moment. La première raison, c'est l'aspect financier que cette guerre procure à nos dirigeants insensés. 1,5 milliard de dollars. La deuxième raison, nous ne peut pas faire la guerre parce que nous n'avons plus l'armée. Vous savez que tous les commandants qui ont combattu l'M23 en 2013, certains sont aux arrêts dans des prisons, d'autres sont décédés, d'autres sont en dispo. Motif pris, ils sont des Katangais, ils sont des Banyamulenge. Et il faut mettre les Kassaïens. Je m'excuse, c'est vrai. Il ne faudrait pas généraliser. Oui, c'est ça. Il faut mettre les Kassaïens. Il n'y a pas que les Kassaïens qui sont. Il faut mettre. Regarde, dans quelle armée un colonel, dans moins de 2 ans, peut devenir général 4 étoiles? Dis-moi dans quelle armée au monde? Aucune. Et pour quelle raison? Quels sont les trophées? Parce que pour monter le grade dans l'armée, soit vous avez gagné une guerre, on vous récompense, ok? Mais nous avons une armée qui est en train de faillite en faillite. On est à Bunagana, on prend Bunagana, on vous fait monter un grade. On prend Sake, on vous fait monter un grade. Nous perdons Kichanga, on vous fait monter un grade. Mais c'est quelqu'un qu'on devait dégrader par contre. Mais comme c'est la raison tribale qui est en avant, quoique, et encore que la guerre nous fait procurer de l'argent, on vous fait monter des grades. Et donc, une tribu ne peut pas combattre les Rwandais. Une seule tribu. Les derniers recrutements qui ont été opérés au sein de l'armée, les troupes sont venues de toutes les régions du pays, de toutes les provinces, absolument. Il faut plutôt en ce moment encourager les gars à se battre au front, à prendre soin de l'intégrité de notre pays. Les militaires sont démoralisés. Les militaires sont démoralisés.
il faut voir même comment ils sont payés. Les généraux, je vis leur barème. Un général 4 étoiles comme Chiwewe a moins de $1000. Un militaire, il a autour de $80. Mais pendant ce temps, on fait doubler peut-être le budget de fonctionnement pour les députés nationaux. On dit qu'ils vont toucher $400,000 de frais d'installation. Non, 400 000, c'est ce que les gens racontent, c'est pas vrai. Ils pourraient, frais d'installation, c'est 3 mois. Salaire multiplié par 3, leurs émoluments multipliés par 3. 32 000. Ils pourraient donner autour de $100,000 à voilà. peu près. Et quand est-ce qu'un militaire, même un général 4 étoiles, quand est-ce qu'il aura $100,000 toute sa carrière? Il n'aura jamais même $30,000. Il peut travailler dans l'armée 30 ans. Et vous lui dites, il sait déjà que l'armée est tribalisée. Il sait déjà que même s'il combattait, même s'il gagnait la guerre, d'ailleurs on va l'arrêter. Alors celui-là n'ira jamais combattre. On ne peut pas aller combattre pendant que le pays est divisé à l'interne. Nous avons un chef de l'État qui ne peut même plus communiquer avec celui à qui il a succédé. Pourquoi? D'ailleurs, à toute occasion, il cherche toujours à les critiquer, même pendant que lui ne lui parle même plus. Il dit les accords que vous avez signés sont des mauvais accords. Donc, il est en train de préparer l'opinion que lui va signer des bons accords. Que non, les accords que Kabila a signés en 2013, c'était des mauvais accords avec les M23. Mais non, moi je lui dis que Kabila a gagné la guerre contre les M23. Avec le fait Mamadou Dalla, que j'ai sali sa mémoire. Mais lui, il va les négocier pendant que les M23 est à la porte de Goma. Pendant qu'on venait d'abattre nos 2 drones militaires, il a mis les pieds dans les pattes. C'est quelqu'un qu'on voyait par le... Mais aujourd'hui, il s'est présenté, on va parler de son discours, comme invaincu, où il n'a plus de choses à faire. Il achète des drones aujourd'hui. Il donne plutôt la chance. Il donne plutôt la chance à aucune chance aux négociations. On va suivre ce qu'il avait dit, ce que le président a dit, mais en parlant d'ailleurs du traitement princier de nos députés, j'ai découvert qu'en Chine, les députés n'ont pas d'émoluments. Ils n'ont pas de salaire. Et ils ont d'abord une autre profession. Et être député est une tâche supplémentaire. Ils n'ont pas d'avantage particulier en Chine. Partout dans la sous-région, un député peut avoir, si c'est beaucoup, c'est entre 5 700 et 6 000 dollars. Des pays qui ont pourtant une stabilité. Et d'aucuns ne comprennent pas comment nous, pays extrêmement pauvres, avec beaucoup de réalités, notamment la guerre qui nous est imposée aujourd'hui et qui doit nous coûter, qui nous coûte énormément, que les politiciens soient autant mieux entretenus. Maître Chama, vous n'est-ce pas un paradoxe? Un très grand paradoxe. Et c'est ce que nous avons toujours décrié. Et je crois que quand Félix est venu au pouvoir, son idée c'était seulement de régner, de se faire de l'argent. Et il devait seulement entretenir une classe qui va le permettre à gérer le pays. Et c'est comme ça que même l'armée aujourd'hui, parce qu'on est en train d'en parler, n'a plus son rôle régalien. Ici à Kinshasa, on sait que Félix n'est plus gardé par sa dernière ceinture. Ce ne sont plus des Congolais. Ça, cette information, ce sont des mercenaires. On ne le sait pas. Ce sont des mercenaires. Et même sur le plan... Parce que la sécurité, ce ne sont pas seulement les gens que tu vois derrière, non. Ce n'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est parfois ce que vous portez comme antiballe. Ce sont les gens qui vous surveillent de loin, à distance. Ils savent que vous allez aller à tel endroit. Il est dans un bureau ici. Il trace là où vous allez aller. Toutes les menaces, il les a fait écarter par la nouvelle technologie. Ce sont ces gens-là maintenant qui protègent Félix. Ce sont des étrangers. Évidemment, on est en guerre. Ça peut être normal que aujourd'hui, le président recourt à d'autres mécanismes de protection. Non, mais pas quand même à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas la guerre ici, comme le disait Alinguete. C'est à 2000 km. Lui, qu'est-ce qu'il doit avoir peur ici? Jusqu'à recruter des mercenaires pour sa sécurité. Ils vous ont dit qu'ils vont envoyer autour de 2000 ou 4000 Sud-Africains. Pendant que là, il y a les Roumains. On vient de parler de l'aéroport de Kavumu. Aujourd'hui, même les citoyens ne peuvent plus communiquer au téléphone, faire des blagues avec quelqu'un, discuter sur la politique. Ici, à l'aéroport d'Indolo, il y a plus de 500 citoyens
du territoire de Kabare, on a envoyé les avions pour aller les prendre et les amener ici. Chaque jour maintenant, dans mon cabinet, je suis plein de dossiers. Ce sont les membres de famille qui m'appellent. Tel aussi a été amené. Pendant que l'M23 aussi, là où il se trouve, on dit que non, maintenant, nos frères Chi de Kavumu, de Kabare, ils sont devenus des M23. Et pendant qu'on a frustré toutes les communautés, vous allez gagner quelle guerre? Évidemment, je sais que lui-même, il est convaincu qu'il ne fera jamais la guerre et qu'il est en train de parler de la guerre dans la bouche pour soutirer l'argent dans les trésors publics. Mais la guerre sur les papiers, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Bien sûr, en ce moment. Et donc, il y a un grand paradoxe entre la classe qui gère et celle qui est gouverneur. Il faut même voir, c'est devenu un régime de papa et de fils. Félix, il prend ses cousins neveux, il les bombarde des députés. Bati Lukwebo, son fils est là-bas. Je vis Kamero aussi, il est en train d'alléger, son fils est là. Mbosso, ses enfants sont là-bas. Et bien d'autres, tous les politiciens, les Pius, le régime Pius, Mwabilou, je ne sais pas, Jean-Lucien Mboussa, son régime, donc c'est devenu république de père en fils. Et quel jour où vous, Jean-Pierre Kayembe, dont le papa n'a pas eu la chance d'être député, ministre, gouverneur dans ces pays, moi, Maître Alain, dont mon père n'a pas été un dirigeant dans ces pays, j'accéderai à ces fonctions. À nos amis qui sont dans des partis politiques, surtout les partis politiques de ces gens-là qui ne prennent que leurs enfants. Dans l'opulence, vous êtes député national, vous voulez postuler sénateur, vous voulez être gouverneur, vous êtes député provincial, mais finalement, et vos suppléants, ce sont vos femmes, vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos cousines, vos copines et copains. Cette classe-là, pourquoi nous ne devons pas faire une révolution? Parce que par les élections, c'est eux qui maîtrisent le système. Vous n'allez pas les vaincre par les élections. Ils vont imposer, ils vont se faire nommer. Vous irez à la cour constitutionnelle. Les oreilles des juges sont bouchées, ils ne vont pas vous écouter. Même si vous venez avec des preuves. Regardez ce qui venait de se passer, qui s'assimile aux élections. Il n'y a eu rien que d'élections. Je connais des gens qui ont eu des 10 000 voix, 21. J'ai même rencontré un ici à Ouileri avec 21 000 voix seules sur sa liste. Avec les colistiers, ils sont allés dans les 35 000 voix. Mais il me dit quelqu'un dont la liste avait 7 000 voix a été proclamé. Et lui vient à la cour constitutionnelle. Je lui pose la question. Qui c'est celui-là? Il me donne le nom du fils de Bati Lukwebo. J'ai dit, ça, il faut abandonner. Parce qu'on va d'ailleurs, il est déjà membre du bureau. Donc, il a suffisamment d'argent. Il boit, il prend le café avec le président de la Cour constitutionnelle. Et donc, vous allez vous fatiguer pour rien. Laissez cette histoire. Ce que nous devons faire, nous, la jeunesse, c'est la révolution. Vous pensez que parce que on peut être membre de la Cour constitutionnelle, on peut être membre du bureau provisoire, on ne peut pas être invalidé? Non, mais déjà, quand vous êtes dans le système, déjà le fait d'être nommé, c'est que la CENI a falsifié les résultats. Quand déjà la CENI devient faussaire, vous venez avec d'autres preuves. La CENI va dire, parce que dans un procès à la CENI, dans un contentieux électoral, la CENI est partie, les candidats sont partis, notamment avec les partis politiques. La CENI va venir avec les données, va dire non, ce gars ici, il est là avec ses preuves, on ne sait pas là où il les a tirés. Mais nous, les voix que nous lui avons données, ils vont peut-être dire 3 000 ou 1 000, si tu as la chance. On va voir évidemment, est-ce qu'il faut vraiment fonder son espoir sur cette cour, cette justice? Le président lui-même a décrié ces méthodes de fonctionnement. C'est pour la énième fois que le président Tshisekedi s'en prend sans véhémence à la justice qui lui donne, dit-il, du fil à retordre. Je voudrais qu'on regarde d'abord un extrait de sa sortie médiatique hier face à la presse congolaise. Évidemment, on n'était pas conviés, mais le plus important, c'est qu'on vous donne quand même l'information. Oui, j'ai entendu votre demande du Congrès, je vais vous accompagner. Ça, c'est clair, c'est une demande bien formulée, il faut que je le fasse. Sani Boujakera, est-ce que je peux le dire? Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis.
croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons, cet état qui va transformer le Congo. Donc je veux cette justice. Et à cause de leur tergiversation, peut-être que ce jeune homme est en train de moisir dans ce... Alors aujourd'hui j'ai posé cette question, je soupçonnais qu'elle viendrait de la part des journalistes. Donc je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain, et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Merci. Oui, le regret d'un Félix Tshisekedi, déçu, touché, trahi par la justice de son pays, qui a écouté ses dires. Ça le rend malade de voir que tout ne marche pas comme il le prévoit. Il en a tellement marre qu'il décide finalement de fourrer son nez dans l'affaire de notre confrère Stanis Boujakera. Maître Choukourou. Qu'il soit noté que le président Félix a outragé la magistrature. Comment ça encore? Il a outragé parce qu'il a qualifié de tout ce que vous avez suivi là-bas. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais aidé la justice. Ce n'est pas sa première fois qu'il foule son nez dans la justice. Il a pris des journalistes à témoin, il dit « Je n'ai jamais donné un seul ordre, une seule fois, pour orienter un dossier ou un autre. » Je vous donne les cas. Le premier cas, c'est de son collaborateur Vital Kamerhe. Il l'avait dit que c'était dans un conseil des ministres que ça a été décidé. Et c'est lui qui avait autorisé les poursuites dans les procès 100 jours. Ce n'est pas fouler son nez. Et bien d'autres questions. La dernière... Il a laissé la justice faire son travail. La dernière, même là où la justice a fait son travail, le premier ministre, Sama Lukonde, saisit la Cour constitutionnelle pour la question de cumul de fonctions. La Cour constitutionnelle, c'est la toute haute juridiction de notre pays. Et c'est pourquoi jamais, moi je le dis comme avocat, on ne sera jamais respecté dans ce pays. La Cour qu'il est en train de critiquer là-bas rend une décision très impeccable, limpide et irréprochable même. Notre président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, dit niet. La Cour vous avez tranché, moi j'ai dit autre chose. Mais ça c'est une rébellion. Ça c'est une rébellion. Et puis, si vous lisez l'article 165 de la Constitution, lorsque le président viole intentionnellement la Constitution, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Au sujet de ce cumul, il a dit qu'il ne sait pas, il n'a pas violé la Constitution. Laisse-moi finir mon idée. Oui. Et si on avait un procureur, c'est là que je me plains, contre le procureur près la Cour constitutionnelle. Monsieur le procureur près la Cour constitutionnelle, si vous êtes en train de m'écouter, faites un réquisitoire contre monsieur le président Félix Tshisekedi. Si vous faites ça, quand vous aurez fait ça, publiez ça et quittez le pays. Fouillez, parce qu'on va vous tuer. Mais au moins, le réquisitoire va rester là-bas et Félix sera en difficulté. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la haute trahison. La Cour ne peut pas se prononcer et vous, président de la République, vous dites le salut du peuple. C'est la loi suprême. Donc, vous utilisez le salut du peuple quand il faut violer la Constitution. Mais pourquoi ne pas utiliser le salut du peuple pour battre les Rwandais, pour combattre contre les Rwandais? On est en guerre, vous voulez... Pour combattre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Évidemment. Parce que la guerre se déclare. Il a refusé. Oui, il a dit qu'en ce moment, il ne peut pas parce que les deux chambres du Parlement ne sont pas encore mises en place. Mais lui, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Quand il faut violer la Constitution, le président Félix a toujours dit la loi suprême, le salut du peuple et la loi suprême. Il a utilisé ce concept hier. Il en avait utilisé le jour qu'il a volé la majorité à Kabila. Il avait dit non, les règles là, je m'en fous. Le salut du peuple, la loi suprême.
Hier, il en utilise encore pour dire que non, nous sommes en guerre, il ne faut pas qu'il y ait un vide, le salut du peuple, la loi suprême. Il était conscient. Mais pourquoi il ne doit pas violer encore, il ne doit pas utiliser les mêmes principes pour faire la guerre contre le Rwanda? Le Rwanda nous a menacés. Le Rwanda a détruit nos 2 drones qu'on avait. Le Rwanda a même détruit notre espace aérien. Ils ont fait une déclaration. Le Rwanda, maintenant qu'on parle, Atie Bachar Naye, à partir de Goma, toute la frontière jusqu'à Bukavu, moindre escarmouche, le Rwanda. Donc, le Rwanda s'est approprié le terme moindre escarmouche. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à réagir. Après, nous sommes prêts et même les canons sont tournés vers nous. Les canons sont tournés vers nous. Pourquoi ne pas couper les relations diplomatiques? Pourquoi ne pas rappeler notre ambassadeur qui est à Kigali? Le rappeler ici? Pourquoi ne pas faire partie, mon frère et ami personnel, et l'ambassadeur du Rwanda, Franck, que je connais, que je salue, qui travaille aisément dans son bureau? Le Rwanda, toujours un ambassadeur. Mais oui, ici, après Karega, oui. Sur Lukusa ici. Le chargé d'affaires. Mais oui, c'est celui qui est l'ambassade. C'est l'ambassade. Ce n'est pas une chargée d'affaires. Ce n'est pas une représentation ou je ne sais pas quoi. Ouais. C'est une ambassade. C'est une ambassade. Donc celui qui est là, le chef, on l'appelle l'ambassadeur. Et voilà comment le président est en train de tromper que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Et donc, la justice, c'est lui qui l'a détruit. Je viens de vous donner les exemples. Tout le monde sait que Stani Boudiakera est en prison pour rien. Parce que la responsabilité pénale, nous l'avons toujours dit, même celui qui n'est pas juriste sait qu'elle est individuelle. On ne peut pas m'arrêter pour le fait que vous avez commis. Non plus, on ne peut pas vous arrêter pour le fait que Maître Alain a commis. Le fait que j'ai fait ici, si j'ai injurié quelqu'un, on ne va pas venir vous arrêter parce que c'était à Politicon. Je porte ma responsabilité. Et quand on a publié France 24 ou je ne sais pas une autre chaîne, là on parle de Jeune Afrique. Oui. Jeune Afrique publie, assume sa publication avec un document de l'ANER démontrant que Cheribe Okende a été tué par étranglement. Pourquoi arrêter notre frère Stani Boudiakera pour ça? Il n'est pas le seul. Je vais vous donner un cas qui amène la honte à la République. C'est le cas de M. Nshimiyimana Juvenal, un sujet suisse-français, suisse-rwandais, avec M. Moses Murokore, qui avait été arrêté il y a 2 ans, présenté à la presse au motif que c'était des espions que le président Kagame a envoyés au Congo. Des gens qu'on avait arrêtés du côté de l'aéroport, c'est ça? Non, ils n'ont jamais été arrêtés à l'aéroport. Ils ont été arrêtés sur le boulevard dans leur immeuble Interpol. Et on a dit... Mais évidemment, ils avaient acquis une ferme, quelque chose comme ça, du côté de l'aéroport, et ainsi de suite. Parce que quand il y avait de bonnes relations entre le Rwanda et le Congo, vous savez que les Rwandais sont des travailleurs, hein, il faut le dire ainsi, et plus particulièrement, ils sont dans l'agriculture. Et rien n'empêchait, quand ils sont venus ici, ils trouvent qu'ils peuvent cultiver et récolter et vendre, faire les affaires. Il n'est pas interdit d'acheter un fonds. Comme les Congolais au Rwanda ont des terres, pourquoi un Rwandais avoir une parcelle ici ou un champ constituerait une infraction? Ce n'est pas une infraction, il n'était pas interdit. Non, ceux-là ont été poursuivis ils sont poursuivis pour des faits d'espionnage, ainsi de suite. Mais non, c'est ça, effectivement, on dit qu'ils avaient acheté. Ils avaient des projets notamment d'abattre l'avion présidentiel. Et parce que notre président aimait voyager, qu'ils vont y installer, je ne sais pas, une arme, parce que pour les jours que le président va voyager, qu'on puisse les fusiller comme on avait tué le fait à Biarimana au Rwanda. Mais c'était des chimériques. Ils ont même présenté une photo sur laquelle ils étaient avec madame, la première dame, la distinguée, comme vous l'appelez, première dame, Denise Nyakeru. Comme quoi, on l'avait aussi espionné, comme si c'était une personnalité publique qu'on devait espionner. Et enfin, on les présente comme ça. Ça, c'est le travail fait d'arrache-pied par l'ANER pour faire plaisir au président de la République. On les amène à Kanchache, on les interroge. On saisit même leurs ordinateurs, parce que pour espionner, c'est que vous l'avez fait soit par les ordinateurs, les téléphones, l'ANER prend tout ça. On fouille leur maison, là où ils étaient dans l'immeuble que je venais de citer, Interpol vers Royal, on ne trouve rien. Ils font presque 3 mois au camp Tchatch, on ne trouve rien. On les amène à l'ANER où ils ont fait 16 mois en violation de toutes les lois du pays. En violation de toutes les lois. 16 mois. Après...
Quand Mbelou est parti, l'autre qui est venu, qu'on qualifie presque un peu humain, a constaté que non, c'était des faux, ces informations, qu'on avait même trompé le président de la République. Et c'est comme ça que lui va prendre les dossiers pour dire, bon, pour les libérer, je les envoie à l'auditorat. Mais l'auditorat ici, de Gombe, a peur. Il dit, non, ça c'est un dossier de l'État. Tout ça, on sait que c'est un dossier vide. Évidemment, pour des gens accusés d'espionnage, on sait que c'est un dossier vide. Dans le contexte actuel, c'est pas facile de. Et moi, j'ai été consulté dans cette affaire. J'ai dit à l'auditeur supérieur de Gombe, monsieur l'auditeur, on ne va pas demander la liberté provisoire. Comme c'est une affaire qui a été médiatisée, organisons un procès, parce que c'est de leur droit. Appelons RTNC, appelons Politico, appelez tous les médias du monde pour dire les citoyens rwandais que Paul Kagame avait envoyés avaient été arrêtés. Ça fait maintenant 2 ans. Nous les présentons pour qu'ils soient jugés. Et moi, je viendrai avec ma grande torche d'ailleurs, pour venir les défendre, parce qu'ils ont le droit d'être défendus, et démontrer comment nos systèmes de sécurité ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent quand il faut traquer seulement les opposants. Quand il faut traquer Stani Boudiakera, quand il faut traquer, je ne sais pas, Christian Numbi qui aux arrêts parce que c'est seulement un Katangé. Quand il faut traquer. Et dans cette affaire, ce qui est marrant, on a arrêté un colonel congolais. Ce colonel congolais devrait avoir un prix parce que c'était adjoint de Ntaganda, Bosco Ntaganda, ce colonel-là. Et lorsque Bosco Ntaganda voulait faire sa mutinerie, c'est ce colonel-là qui s'était désolidarisé avec Bosco Ntaganda. Et c'est lui-même qui avait arrêté Bosco Ntaganda jusqu'à faire juger Bosco Ntaganda à la CPI. Donc c'est un colonel qui devait avoir un prix dans ce pays. Mais on l'arrête comme ça pendant 16 mois. Pendant qu'il avait pris les militaires, il les avait amenés au Kasaï pour les faire sortir dans les jougs des CNDP. On les sanctionne, on les trouve, on l'arrête. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons même pas gagner la guerre. Parce que les militaires qui devaient combattre. Merci bien. Ne sortez pas du donc, sujet. Là, dans les dossiers de justice, dans les dossiers de justice, vous qui êtes praticien de droit, est-ce que vous comprenez les inquiétudes du président? Est-ce que le tableau qu'il peint est authentique? Est-ce vrai que l'administration de la justice pose problème? Ce que je dois vous dire... Quelles sont les réalités que vous rencontrez? Les réalités, on les sait très bien. Parce que ce n'est pas pour rien que la Constitution a consacré le chef de l'État comme les magistrats suprêmes. La même Constitution a dit que les décisions sont rendues au nom du peuple, mais sont exécutées au nom du président de la République. C'est pourquoi on commence par... Si vous avez un jugement, le premier mot qui sort, nous, Joseph Kabila Kabange, non, il n'est plus président, nous, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous, Mobutu Sese Seko Ngwendu Azabanga, nous, Kabila, comment il s'appelle l'ancien président, le fait, Laurent Désiré Kabila. Donc c'est quand vous êtes président de la République, toutes les décisions, c'est votre nom comme président qui commence. Mais nous avons un commandant, nous avons un magistrat suprême qui a démoralisé l'appareil judiciaire. Dites-moi, dans la politique du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement a fait qui a amélioré les salaires ou les conditions sociales des magistrats? Je ne suis pas le porte-parole ici. Parce que pour attaquer quelqu'un, vous pouvez dire, nous vous avons fait ceci. L'État vous a donné ceci, l'État vous a donné cela, mais vous continuez, par exemple, à demander de l'argent. Mais nous avons des magistrats qui, quand ils tombent malades, ils ne savent pas se faire bien soigner. Nous avons des magistrats qui n'ont pas de bâtiments, qui n'ont pas de maisons où dormir. Je vous donne un cas. J'ai rencontré un avocat général de Matete, je cite bien le parquet, de Matete, qui me dit, maître, je suis venu le voir dans le cadre d'un dossier, il me dit, dans ce bureau où je suis, d'abord il est dans un conteneur, là il y a des conteneurs, pour les avocats qui connaissent le parquet de Matete, les avocats généraux travaillent dans des conteneurs. Quand il fait chaud, il ne va pas résister, c'est un humain, il va dehors. S'il n'y a pas de courant, d'ailleurs on lui donne un conteneur, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc. Ça c'est dans la capitale de Kinshasa. Et ce haut magistrat qui est placé dans des conditions comme ça, il me dit, maître, ici, tout ce que vous voyez ici, en termes de chaises, meubles et tout ça, c'est mon argent que j'ai tiré sur mon salaire. Peut-être ce sont maintenant les justiciables qui vont en pâtir.
Il me dit, l'État m'a donné que ces petits conteneurs ici comme un bureau. Mais tout ce qui est, c'est moi. Le jour que je quitterai, je partirai, le jour qu'on va me muter ailleurs, je partirai avec mes affaires, mon collègue qui viendra me succéder, il va aussi constituer sa boutique. Et c'est comme ça que la justice fonctionne. Si cela peut exister à Kinshasa, à un parquet général, pas un parquet de grande instance ou un parquet près le tribunal de paix. C'est un parquet général où les magistrats travaillent dans des conteneurs. Je n'invente rien, aller là-bas. Et c'est cette justice que le président Félix est venu critiquer. Si on va au parquet général de Gombe, il faut voir si magistrat dans un seul local, et où est le principe du secret. Parce que l'instruction au parquet, elle est secrète. Mais déjà, vous, on est en train de vous auditionner ici, on est en train d'auditionner l'autre là, on est en train d'auditionner l'autre là. Ça devient comme un marché. Même le magistrat peut être concentré pour poser les questions, il n'est plus concentré. Et son intérêt ou ses idées tournent ailleurs. Et les gens qui sont là sont en train d'écouter ce qui se passe ici. Et même, ils peuvent trafiquer. Ils peuvent dire, non, j'étais là, j'ai entendu tel magistrat en train de poser la question, on a cité votre nom. Si on devait vous arrêter, on dit, mon cher, Moana, Bendana, le même jour au Kati Brazzaville, l'État perd. Et donc, voilà les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent à Kinshasa. Oui. Je ne vais pas citer chez moi, au Sud Kivu ou au Nord Kivu. D'ailleurs, maintenant, là, il y a des territoires, il n'y a plus de magistrats. Certains ont fui. Dans les Kwilu ici, des parquets n'existent plus. Les magistrats refusent d'aller là-bas. Parce que maintenant, commencent d'aller là où il y a un peu de mopatas. Voilà. Donc, quand ils vont là-bas, on sait qu'on va lui donner... C'est parti encore pour longtemps. On va se plaindre encore. Mais en tant que président, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que commandant, enfin garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que magistrat suprême? D'abord, pour redorer le blason terni, on finit par là, Maître Chamavo, ce matin. Il devait d'abord, le minimum, c'était d'abord de construire, mettre les magistrats dans de bonnes conditions de travail. On vient d'en recruter 2500. Mais ça ne suffit pas. Ils vont travailler où? Dans quelles conditions? Le niveau de leur salaire, la formation, mécanisme de recrutement. On recrute même les gens qui ont fait les sciences politiques, les gens qui ont fait le français, parce que c'est du tribalisme. Et selon mes informations, ça c'est à vérifier, que si les 2500 recrutés, il y a plus de 2000 Kassaïens. Non, s'il vous plaît, comme ce n'est pas une information vérifiée, là, vous ne pouvez pas la sortir. Oui, toujours avoir des informations certifiées. Voilà. Et quiconque s'appelle Kayembe ne signifie pas forcément qu'il est Kassaïen. Il peut être Katangé, il peut être aussi de notre région. Comme tout le monde qui s'appelle Chi n'est pas... Merci bien d'être venu, Maître Chamavou. Donc, nous allons conclure en disant qu'il est bon temps de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est à l'Est où le soleil s'élève. Et quand on dit le soleil s'élève, ça signifie que c'est à l'Est où il y a les minéraux. C'est l'Est qui doit développer l'Ouest. Et c'est comme ça que nous sommes en train de penser que sans l'Est, ce pays ne peut pas se développer. Vous n'avez qu'à voir, depuis que le président Félix venait de faire un coup d'État pour un deuxième mandat, il ne parle plus développement. Il ne parle plus construction des routes. Il ne parle plus salaire. Il ne parle plus question sociale. Il ne parle plus autre chose. Il ne parle que question guerre. Et il sera embourbé dans les histoires de la guerre. Ça va lui prendre peut-être 2 ans, 3 ans. Et son mandat sera très chaotique. Très, très chaotique. Déjà, ça s'annonce mal. Parce que déjà, quand vous dites que vous allez négocier avec les Rwandais, mais vous n'allez pas négocier avec les M23. Pendant que c'est vous-même là qui avez dit que les Rwandais égale M23. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez négocier avec les Rwandais viendront avec quel cahier de charges? Ils viendront avec le cahier de charges du M23. Mieux vaut négocier avec le patron que négocier avec ses poulains. Non, c'est par contre, vaut mieux finir la question à la source. Parce qu'on a toujours présenté le Rwanda comme une police de l'OTAN. Comme une police de l'OTAN. Donc même négocier avec les Rwandais, la question n'est pas terminée. Pourquoi Kabila a fini la guerre? Depuis 2013, il n'y avait plus de crépitement de balles avec la question M23. C'est parce qu'il a cloisonné l'OTAN. Et l'OTAN a dit, ok, on ne sait pas te tuer, mais on va te faire chasser du pouvoir. C'est l'OTAN qui a fait partir Joseph Kabila du pouvoir. Les Américains, on le sait, avec beaucoup de rapports biaisés, triqués. Mais au moins, à cette question, il a aidé les Congolais à nous protéger. Maintenant, l'autre est venu, il s'est mis dans les mains de l'OTAN. Et c'est pourquoi les gens qui pensent que Félix peut finir la guerre, il ne la finira pas. Et le M23 va se métamorphoser. D'ailleurs, j'ai même vu sur les réseaux sociaux,
où on commençait à parler déjà de M23 rénové. On avait signé les accords à Maniléo. On a fait un programme à Amani à Goma. On était déjà à la conclusion. C'est ça la conclusion. Oui, la conférence d'Amani au Nord Kivu, qui a été présidée par le fait Abbé Malou Malou et Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Le CNDP était là-bas. C'est même là l'origine des accords du M23, ce qu'on appelle les accords du 23 mars. Qu'aujourd'hui, le mouvement du 23 mars réclame, pendant que le mouvement du 23 mars n'était pas signataire des accords. Comment vous pouvez réclamer les accords que vous n'avez jamais conclus? Moi, j'ai dit, libérez mon loyer, pendant que je ne suis pas votre bailleur ici. Les accords qui existent, c'était CNDP avec les gouvernements. Mais comment est-ce que le M23 est venu solliciter ou réclamer ces accords? On risque de tomber dans la même erreur. Merci bien. Si on dit que nous allons négocier avec les Rwandais et ne pas aller à la source du problème. Merci d'être venu, Maître Chamavou. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous avez également d'autres occupations. Revenez-nous prochainement dès qu'il y aura du nouveau. Merci on reviendra beaucoup. tout à l'heure dans une autre émission pour décortiquer davantage, cette fois avec des journalistes, la sortie du président. Il y a bien d'autres aspects qu'on n'a pas évoqués avec Maître Chamavou. On va politiquer dessus avec deux journalistes, chroniqueurs politiques, éditorialistes. Rendez-vous à prendre ce soir sur votre chaîne. Continuez à nous suivre, à vous abonner. Le 23, on est autour des 4000 abonnés. On voudrait bien terminer le mois. L'émission est finie. Portez-vous bien. Merci. Bonsoir.